Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 21 décembre 2024 et aujourd'hui on va parler de finances, un peu en Suisse, un peu dans le monde, de fêtes, de taux d'intérêt et de cure d'amaigrissement. Oui, parce qu'il faut se préparer pour l'année prochaine après les fêtes quand on aura trop mangé. Donc on attaque tout de suite avec le point de situation. Alors c'était assez simple, ce qu'il faut retenir quand même globalement, c'est que l'économie américaine est relativement forte. On l'a vu sur le PIB qui est sorti cette semaine. On a vu que les consommateurs continuent de consommer au niveau du retail, des chiffres des ventes de détail. La Fed a commencé à bien le comprendre et donc du coup, assez logiquement, oui parce que c'est le message de la semaine, la Fed est intervenue mercredi. Ils ont baissé les taux de 25 basis points. Ils ont réduit le nombre de baisses de taux en 2025 de 3 à 2 plutôt. Et puis, ils ont laissé supposer que pour l'instant, on restait relativement prudent. Ils ont également remonté les expectations, leurs attentes au niveau de l'inflation pour l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, globalement, que finalement, la Fed est moins à l'aise que prévu au niveau de l'inflation. Donc, du coup, ils se demandent s'il ne faut s'il ne faut pas ne pas baisser les taux trop vite, justement, sachez savoir raison garder. On a déjà entendu parler de M. Powell il y a quelques temps. Donc, ils se disent qu'ils vont être relativement prudents et qu'on va y aller en marchant sur des œufs. C'est vrai que pour l'instant, les chiffres de l'inflation, le PPI, le CPI qui sont sortis la semaine dernière le montraient clairement. Et puis, alors le PCE qui est sorti vendredi, c'était un petit peu la bonne nouvelle de la semaine. C'est pas qu'il monte pas, c'est qu'il monte moins vite, mais qu'il monte surtout en dessous des attentes. Donc c'est une moins mauvaise nouvelle. Les chiffres du PCE étant sortis moins pire que prévu, ça a permis d'avoir un rebond assez spectaculaire en fin de semaine, enfin c'est spectaculaire par rapport à la tôle qu'on s'est pris mercredi, jeudi, c'est rien du tout, mais un rebond spectaculaire déclenché également par un short squeeze sur les marchés, grosse échéance de vendredi, short squeeze, volatilité élevée, tout était réuni pour avoir un rebond sur les marchés. Résultat, bien à la fin de la semaine, le S&P 500 s'en sort pas trop mal, mais reste quand même dans le rouge. On a tenté le gros rebond pour essayer d'inverser cette sale séance de mercredi soir et de jeudi qui ont vraiment pesé sur le moral et sur les marchés financiers. Tout ça pour dire que l'inflation ne baissait plus et que visiblement elle n'était pas si sous contrôle que ça. Donc résultat, pas mal de doutes, pas mal de réflexions à avoir ces prochains temps. Une chose est sûre, c'est que l'année prochaine, ça va être vraiment le combat contre l'inflation pour la Fed. Encore un, le combat final, le dernier bout, le last mile pour arriver à ces 2% prévus. Et c'était vraiment la concentration principale de la semaine dernière. Vous l'avez tous vu et entendu. Donc, sale semaine, semaine très, très rouge sur les marchés financiers. On va le voir sur les performances tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est que la Fed a fait ce qu'on voulait qu'elle fasse. Et simplement, pour ce qui est de l'avenir des choses, ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Et là, maintenant, il va falloir le digérer. Parlons maintenant un petit peu d'économie en Suisse. Le consensus des économistes du COF table sur une croissance de 1,4% du PIB cette année, une inflation de 1,1%. Et en 2025, le PIB doit ralentir à 1,3% et les prix à la consommation à 0,6%. On notera aussi que le nombre de nuitées dans les hôtels a progressé de 6,1% en novembre par rapport au même mois l'année dernière, sur la première estimation de l'Office fédéral de la statistique, bien sûr. Le secteur pourrait d'ailleurs dépasser le record annuel atteint en 2023. Et puis la prise de conscience d'un éventuel retour de l'inflation aux US et d'une politique un peu moins accommodante du côté de la Fed pour 2025, on a fait réfléchir plus d'un. La plupart des indices européens ont donc vécu une sale semaine avec le DAX qui finit pour une fois en baisse et pas à des niveaux de record historiques. Et puis, en Suisse encore, de nouveau, les perspectives pour l'économie se sont légèrement dégradées par rapport aux prévisions qui avaient été avancées cet automne par les économistes du COF, de nouveau, ainsi que ceux du SECO. Ils expliquent cela par l'évolution incertaine du contexte international, notamment en Allemagne et en France de nouveau. Et toujours en Suisse, le produit intérieur brut, le PIB ajusté des événements sportifs, est attendu en hausse de 0,9% en 2024 contre 1,1%. Donc là aussi, on revoit tout ça à la baisse, on est très prudent et c'est pas aussi évident que ça. L'économie suisse va bien, mais elle est molle. C'est un peu comme la croissance américaine par moment. Une
croissance molle et une inflation qui monte. Et puis au niveau des exportations, on notera qu'en Suisse, les exportations ont chuté le mois dernier, plombées par la chimie, la pharma et la branche horlogère. Il manquerait plus que les banques s'y mettent aussi, et ce serait vraiment la catastrophe. En tous les cas, les valeurs du luxe comme Richemont ou Swatch ont encaissé la mauvaise nouvelle au sujet des exportations horlogères du mois de novembre. 27% en baisse par rapport à la Chine et 19% en baisse sur Hong Kong. On voit que les prochains mois seront hyper importants et on compte vraiment sur un rebond chinois pour que les choses aillent un petit peu mieux. Petit détour au niveau de la politique allemande. Il ne faut pas oublier de noter quand même que Olaf Scholz n'a pas obtenu le vote de confiance de la part de ses pairs. Il va donc y avoir de nouvelles élections en début d'année. Et en plus de la crise économique dans laquelle l'Allemagne est en train de s'enfoncer, maintenant il va falloir faire avec une crise politique pour un gouvernement qui risque bien de passer de gauche à droite, voire même peut-être à la droite de la droite. Alors si on regarde les performances de la semaine, vous voyez que c'est du rouge et puis du rouge. Donc le Dow Jones des transports qui perd 4,9%, qui est la pire performance parmi les indices, et les semi-conducteurs qui perdent 3,6% avec les mauvaises nouvelles sur Micron sur la semaine, et puis le reste, vous voyez, l'Italie, moins 3,2%, le SMI, moins 2,6%, l'Angleterre, moins 2,6%, le pétrole, moins 2,6%, le DAX, moins 2,55%, le CAC 40 qui s'en sort moins mal que les autres avec une baisse de 1,82%, le Nikkei en baisse, le S&P qui perd 2%, etc. Enfin, vous voyez, il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas de vert, tout est en rouge dans la colonne hebdomadaire des performances. C'est une sale semaine, comme je vous le disais tout à l'heure. Sur le SMI, sur les 20 vedettes du SMI, eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont en vert, enfin 2 pour être précis. Sur la colonne de droite, vous le voyez très bien, eh bien, tout le monde est dans le rouge. C'est un gros sell-off cette semaine. Pourtant, quand on voit la performance de SMI ces derniers temps, on aurait pu espérer que finalement, il aurait baissé un peu moins que les autres dans cet environnement-là. Mais que nenni, visiblement, on a de la peine à prendre les bonnes nouvelles en Suisse. Par contre, les mauvaises, là, on est très fort, limite champion du monde. Petit point graphique, ça se passe de commentaires cette semaine. Vous voyez le SMI qui a largement décroché après l'histoire de la Fed, qui heureusement, pour l'instant, nous fait un reversal en fin de semaine. Mais pour l'instant, franchement, il y a de quoi s'inquiéter. On a tout à fait la capacité d'aller chercher les bas ici, qui sont juste un petit peu au-dessus des 11 000 sur l'indice helvétique. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire que c'est moche et c'est moche. Vous voyez ici que la tendance, elle est clairement établie. Alors là, il n'y a plus de questions depuis bien longtemps. Mais là, en plus, on est en train de casser ces espèces de canal descendant et d'accélérer encore la baisse. Alors à un moment donné, on va bien finir par s'arrêter. Mais forcément, quand vous avez de nouveau les 3 big names qui sont en difficulté sur la semaine, c'est difficile. Donc voilà, à surveiller les points bas, les points extrêmes que l'on a eu ici. Et à noter aussi que ça fait bien longtemps qu'on n'est plus allé aussi loin de la moyenne mobile des 200 jours sur le SMI. Et que là, on a une dead cross qui devrait, à mon sens, se déclencher probablement juste après les fêtes de Noël ou entre les deux, je ne sais pas, à surveiller attentivement. Mais voilà, le signal n'est pas bon, mais les exagérations sur le SMI commencent à être quand même globalement extrêmes. Le S&P 500, alors vous voyez la claque post-Fed et vous voyez le rebond. On a tenté le rebond hier, pas mal de volatilité comme je vous le disais. Donc effectivement, cette échéance d'options, cette grosse échéance d'options a fait qu'il y a une espèce de short squeeze vendredi pour tenter le rebond, mais quand même, c'était pas facile. On termine néanmoins en dessus des 5900, mais sous les 6000, bien sûr. Vous voyez que la moyenne mobile des 50 jours a l'air de faire office de support ou pas, mais pour l'instant, on termine juste en dessous quand même de cette moyenne mobile, donc à surveiller ces prochains temps. Les moyennes court terme sont en train de se croiser. La ligne bleue que j'ai rajoutée ici, c'est la moyenne 20 jours. Donc c'est en train de changer un tout petit peu de tendance à très court terme. Vous voyez en revanche que par rapport au SMI, qui devrait se retrouver là si on compare avec le S&P, on est encore loin de notre moyenne mobile des 200 jours qui devrait faire office de support. Le Nasdaq, c'est pareil, il est revenu jusqu'à la moyenne mobile des 50 jours. Donc les exagérations haussières de la semaine précédente ont été complètement effacées. Je le disais, cette semaine dans le Morning Bull, on est revenu sur certains noms à une semaine ou 2 semaines en arrière sur les performances des grands noms de la tech, des Magnificent Seven, enfin des Magnificent 8 ou des Batman maintenant. Donc on voit qu'il y a eu quand même pas mal de prises de profit, mais on reste quand même établi au-dessus de cette moyenne mobile des 50 jours sur le Nasdaq. Et pour l'instant, là aussi, ça tient plutôt pas mal. J'en profite encore pour vous montrer juste un graphique au milieu de tout ça, c'est Apple.
Apple qui, malgré tout ça, réussit quand même à terminer au plus haut de tous les temps vendredi soir. Le retournement sur la séance de vendredi était spectaculaire. On peut imaginer que l'échéance monumentale des options n'y est pas pour rien du tout. Le Semiconductor Index qui se bat avec son support de la moyenne mobile des 200 jours. On voit que ça fait un moment qu'on le tient, celui-ci. Je préférerais qu'on arrive à rebondir pour repartir un petit peu plus haut parce que si on le lâche, ça risque de faire très très mal et on risque de se retrouver très rapidement bien plus bas sur les semi-conducteurs. Il faudra se méfier. Parce qu'on en a parlé cette semaine. Hein. Micron, mauvais chiffres, mauvaise perspective. Attention, après les fêtes, début janvier, on va avoir la publication des résultats qui vont nous arriver dessus. On va être très très attentif à ce que vont nous dire les autres sociétés de semi-conducteurs. Le DAX, alors vous le voyez, je vous le disais, pour une fois, on n'a pas terminé au plus haut de tous les temps, mais la correction a été quand même assez spectaculaire puisqu'on est passé de 20 400 quasiment au plus bas à 19 500. Donc quasiment 1000 points de baisse en une petite semaine sur le DAX. Je vous l'ai dit, problème politique, plus la pression qui a été mise par les marchés américains, bien sûr, parce que c'est surtout à cause de ça qu'on a baissé, c'est pas à cause de l'aspect politique. Mais ne négligez pas justement cet aspect politique qui pourrait quand même sur le moyen long terme peser sur la main. Et on a un gros support quand même qui est là, bien présent, qui devrait tenir autour des 19 400 sur le DAX. Mais si là, ça venait à casser, attention danger, ça pourrait accélérer parce qu'encore une fois, on voit que tout ne va pas si bien. Je l'ai déjà dit et répété, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais le DAX reste quand même très très fort par rapport à ce que l'on voit de son économie. Le CAC 40 qui reste dans son range, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Le CAC 40, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on est vraiment coincé dans cette zone-là et on arrive à limiter la casse en bas en tout cas. On verra si on arrive un jour à casser en hausse. L'aspect politique, plus personne n'en parle, tout le monde s'en fout. On a bien compris qu'il ne servait à rien, cette équipe devrait casser. Et puis pour ce qui est de l'économie, eh ben, pour l'instant, la France navigue entre le spin-off de Vivendi qui a séparé ses différentes divisions, avec le fait que Renault est en train de vivre la fusion éventuelle entre Nissan et Honda. Enfin bref, tout ça fait qu'il y a 2-3 choses qui se passent. Le luxe qui continue à être un peu la boussole au milieu de ce marché en fonction de ce qui se passe avec la Chine. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur la France, mais au moins pour l'instant, on reste dans notre range. Pour l'instant, au niveau de l'or, eh bien vous voyez que là aussi, on a des supports qui tiennent relativement bien dans cette zone-là. Ah, je vais y arriver ce matin, fatigué. Voilà, ici on a un support dans la zone des 2600 qui a l'air de relativement bien tenir. Il faudra surveiller parce que si vraiment ça, là aussi c'est des zones assez importantes. Mais pour l'instant, vu la tension dans les marchés et vu certains stress, on a l'impression que ça devrait pouvoir quand même bien tenir. Le pétrole, pareil, un peu comme le CAC 40, on est toujours coincé dans notre range hein, avec une sortie en direction des... Si on arrive à casser les 72,5, c'est bien. Et il faut qu'on tienne absolument les 66,5 grosso modo pour rester dans ce range pour l'instant et rester vivant. Beaucoup d'interrogations sur la suite des événements. Est-ce que la récupération économique de la Chine attendue l'année prochaine va permettre potentiellement au pétrole de rebondir ou est-ce qu'effectivement l'arrivée de Trump qui va continuer à forer énormément va peut-être mettre un petit peu la pression sur le baril. Ça sera assez intéressant à observer, mais pour l'instant, on reste là aussi coincé dans une zone assez serrée. Le Bitcoin qui va dans tous les sens. Alors ça, c'est devenu la mesure officielle de l'appétit au risque. Alors après l'histoire de la Fed, le Bitcoin a perdu quasiment 10 000 $, même beaucoup plus que ça, puisqu'au plus bas, on était à 92 000. Donc on est passé de 108 000 à 92 000 sur le Bitcoin. On est remonté aujourd'hui. On traite autour des 98 500 sur le Bitcoin ce matin. Donc on a toujours un range ascendant avec une grosse exagération. Vous voyez quand même que ça marche plutôt pas mal les points bas sur les moyennes. Dès qu'on a tapé la moyenne des 50, on a rebondi. Je vous laisse imaginer les mouvements qu'il y a à faire sur le Bitcoin. On a encore pas mal d'espoir là-dessus et les gens restent extrêmement positifs et plutôt acheteurs sur faiblesse. Mais ça reste bien sûr un asset plutôt volatile. On attaque avec les vedettes de la semaine et une fois n'est pas coutume, on parle de la plus grosse capitalisation européenne, Novo Nordisk, qui s'est fait massacrer vendredi après avoir publié des résultats de tests pour son nouveau médicament contre l'obésité, le CagriSema. Alors la société s'attendait à des pertes de poids de l'ordre de 25% du poids de corps sur 68 semaines. Les tests montrent plutôt que ça se limite à 23%. Le marché a totalement perdu les pédales. Le titre s'est effondré 18% vendredi. On est donc en train de réduire la market cap à la tronçonneuse, 116 milliards
vaporisé dans la nature pour un médicament qui n'est pas encore commercialisé et qui a raté les tests de 2% sur 68 semaines. J'ai l'impression que le marché approche gentiment du stade de la débilité profonde et que ce genre d'événement est appelé à se reproduire sur d'autres sociétés, bien sûr. Alors, la plupart des experts en Novo Nordisk estiment que la réaction est clairement exagérée. On en reparlera dans 2 semaines de toute façon, après les repas de fête, puisque je pense que d'ici là, on va largement se contenter d'une baisse de poids de 23% pour ces prochains temps. En tous les cas, 116 milliards de market cap envolés vendredi sur Novo Nordisk. Retour en Suisse avec Nestlé, donc le géant veuvezan a été pénalisé par une nouvelle déconvenue en France. Sa filiale Nestlé Waters doit envisager la fin de la production d'eau minérale naturelle Perrier dans le sud de la France à cause de risques sanitaires, selon un dernier rapport confidentiel dévoilé et qui n'aurait pas dû être dévoilé. L'action de Nestlé a donc bénéficié quand même à un moment donné de la semaine, une petite reprise avec une nouvelle couverture à buy et un target à 86 francs par Goldman Sachs. Alors l'analyste, lui, s'est dit confiant à propos de l'objectif de croissance organique de 4%. Il juge que les segments café, alimentation animale et santé sont particulièrement intéressants. Par contre, au niveau de l'eau, évidemment, l'avenir des eaux en bouteille de Nestlé en France est en question. On a plutôt envie de dire qu'il devrait se débarrasser de toute cette clique d'eau gazeuse et de quitter la France définitivement parce que ça ne leur apporte vraiment pas grand-chose. Dans tous les cas, sur la semaine, Nestlé ne perd finalement que 1,6%. On va presque commencer à trouver ça vachement bien. Je vous passe le chart. Je vous montre même pas le chart parce que de toute façon, on est au plus bas des plus bas et on tente la petite inversion, la 853e depuis 2 semaines. Donc rien à dire. Autrement, la pharma dans tous ses états. On notera tout d'abord que le laboratoire Basilea a conclu un accord avec Innoviva Specialty Therapeutics pour la commercialisation de l'antibiotique Zevtera aux États-Unis. Donc la société bâloise va recevoir un premier versement de 4 millions de dollars et des redevances échelonnées sur les ventes nettes entre 15 et 25% et des paiements d'étapes de vente allant jusqu'à 223 millions de dollars. Bonne nouvelle pour Basilea. Toujours dans les labos, Galderma, le laboratoire dermatologique, a profité d'une recommandation à buy de la part de l'UBS. L'analyste pense que le titre peut aller à 102 francs contre 85 précédemment. Et puis le groupe a également obtenu de l'agence américaine l'autorisation pour un médicament qui s'appelle le Nemluvio pour traiter la dermatite atopique. Je raconte des trucs, je ne sais même pas de quoi je parle. Et puis le sous-traitant pharmaceutique Polypeptide a annoncé la mise en service de sa nouvelle ligne de synthèse de peptides solides à Braine-l'Alleud, au sud de Bruxelles. Alors Basilea, vous voyez que la bonne nouvelle aura fait feu de paille, puisque sur la nouvelle, le titre a littéralement explosé avant de tous péter la gueule durant le reste de la semaine, et ça on va dire que c'est à cause de la fête. Pour l'instant, on a un gros support au niveau des 40 balles, plutôt dans la zone des 40 francs, ouais, par là autour, où on peut essayer de racheter. Mais voilà, la nouvelle était bonne sur le fond et sur la forme, le marché s'en fout parce que la Fed a baissé les taux de 25 points de base et se montre timide pour l'année prochaine. Galderma, qui est coté seulement depuis quelques mois, a donc bien bénéficié de l'annonce de cette semaine. Vous voyez que le titre continue de monter. Merci au soutien de l'UBS. Depuis l'annonce, le titre a pris quasiment 7 balles et puis le target est bientôt déjà atteint puisque l'analyse de l'UBS pense qu'on peut aller largement jusqu'à 102 francs suisses, ce qui est bientôt le cas. Et puis Polypeptide qui ouvre une usine en Belgique, vous voyez que ça n'a pas changé grand-chose. Sur la nouvelle, c'est monté violemment, mais depuis, on ne fait que consolider. On tient pour l'instant la moyenne mobile des 200 jours. Pas grand-chose de sexy à vous raconter sur cette charte. Du côté de chez WiseKey, donc le spécialiste de la cyber security, a explosé littéralement la semaine dernière. On a annoncé le lancement du satellite, le WISATS.space. C'est une filiale du spécialiste genevois. C'est prévu pour le 14 janvier. Alors du coup, ça fait littéralement exploser le titre. Je crois qu'il suffit de regarder simplement le graphique pour vous montrer que c'est un petit peu sportif. Voilà. Hein, vous avez quand même... Il faut zoomer pour voir, pour bien apprécier les choses. Hein. Vous avez quand même un titre qui se traite autour, grosso modo, de 4 balles il y a une semaine en arrière, qui passe de 4 balles à 22, et puis qui redescend de 22 pour aller chercher des plus bas à 9 francs et des poussières. Donc vous voyez que c'est très sportif quand même.
va comprendre toute l'histoire, mais en tous les cas, ça a beaucoup bougé chez WiseKey la semaine dernière. Chez Sandoz, le géant des médicaments génériques a soldé une plainte collective aux États-Unis qui porte sur des questions de prix pour un montant de 275 millions de dollars, plus une provision additionnelle de 265 millions pour amortir l'impact éventuel d'autres procédures. Donc pas grand-chose à dire de plus, mais enfin une bonne et une mauvaise nouvelle parce que le cas est réglé. Chez ABB, le géant zurichois de l'électrotechnique a acquis pour un montant non dévoilé la société Gamesa Electric. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2025. On ne connaît pas le montant, donc dans le doute, on a tapé dessus. Puis comme tout le marché a tapé sur tout le marché, eh bien, ça donne ça sur le graphique. Voilà le graphique d'ABB. Donc vous voyez que pour l'instant, on est toujours dans notre tendance haussière. On a notre moyenne mobile qui tient le coup. On va dire que pour l'instant, ça serait bien que ça ne s'aggrave pas. La tendance est toujours là. C'est vrai que c'est difficile d'interpréter l'acquisition de la semaine dernière sans savoir les montants. Mais en tous les cas, il y a eu l'effet SMI parce que tout le monde a tapé sur les indices après l'histoire de la Fed. Donc difficile de gratter. On dirait que sur une base technique, plutôt acheteur sur ces niveaux pour essayer de jouer à un rebond après l'exagération de la baisse de la semaine dernière. Ce qui est assez étonnant dans l'histoire quand même, c'est qu'on a eu des réactions méga violentes sur des titres qui ne sont pas vraiment concernés par les décisions de la Fed de mercredi soir. Revenons dans le chapitre des losers de la semaine. Chez Roche, on notera que Roche a déploré l'échec d'un programme clinique qui devait évaluer son anticorps monoclonal qui s'appelle le Pasinezumab, qui lutte contre la maladie de Parkinson. L'étude qui s'appelait Pavlova 2B n'a pas atteint son critère primaire de ralentissement de la dégradation des fonctions motrices, même si les dernières indications qu'ils ont recueillies étaient plutôt positives. Le marché s'en foutait complètement. La demi-bonne nouvelle a quand même suffi pour mettre la pression sur Roche qui finit en baisse de plus de 3% sur la semaine et qui rebondit au moins un tout petit peu vendredi. Vous voyez, graphiquement, il n'y a plus vraiment de support sur le bon Roche pour l'instant. Difficile de savoir à quel moment on va se réveiller, mais en tous les cas, ça va. Ce qui est assez marrant finalement, j'ai pas grand chose à dire sur le graphique, mais la seule chose que je pourrais commenter par rapport à Roche, c'est que finalement, on est toujours dans une tendance baissière, que chaque bonne nouvelle n'est absolument pas appréciée à sa juste valeur. Par contre, alors, toutes les mauvaises nouvelles mettent une énorme pression sur le titre pour l'instant, le titre est sur le SMI. Vous voyez, trouver des points de support aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la première chose que je vois, c'est que Roche est en train de nous faire de nouveau une dead cross, que techniquement, on peut aller potentiellement chercher les plus bas qu'on avait ici. On peut imaginer qu'on va aller rechercher potentiellement les 240 francs par ici, c'est la seule chose que l'on peut dire, mais pour le reste, il n'y a plus grand-chose. Au niveau des soutiens sur Roche, j'ai quand même de la peine à imaginer qu'on puisse retourner tout en bas du graphique. Affaire à suivre en tous les cas du côté de chez Roche. Novartis a décidé de fermer la société allemande Morphosis qu'ils avaient acquise en début d'année. Selon des informations de la presse allemande confirmées par Novartis, des centaines d'emplois sont concernés, pas mal d'incertitudes concernant l'efficacité et la sécurité du Pelabresib, un traitement en cours de développement contre la myélofibrose, sont en cause. Donc voilà, gros achat en début d'année et on le fout déjà à la poubelle. Vous voyez le graphique, hein, après les excès, les phénoménaux excès du début de l'année sur Novartis, des records au-dessus de 100 balles, on se retrouve à 86. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur Novartis, mais on dirait qu'ils sont presque en faillite. Non, j'exagère, mais enfin, c'est incroyable la vitesse à laquelle on est revenu. Et vous voyez que vous vous souvenez de ce support qu'on avait dans la zone des 84 qui faisait toujours effet de range. Eh bien, on y est de nouveau. Donc, je pense gentiment que dans les 2 balles ici, il va falloir commencer à racheter de la Novartis pour jouer un nouveau rebond à la hausse. À surveiller ces prochains temps, mais ça devient presque trop facile, on va dire, sur cet effet de range parce qu'on a réussi à en sortir, on a été chercher les plus hauts et vous voyez qu'à chaque fois, ça fonctionne méga bien. On a cassé, on est venu se rappuyer ici, on a été chercher les plus hauts, on revient, on a essayé de tenir, ça n'a pas tenu, on a cassé, on est venu rebuter contre la résistance ici autour des 93,50 et puis direct, on va derrière. Et donc, la logique voudrait que ça nous emmène gentiment au niveau des 83,75, 84. Et puis après, on pourra commencer à racheter. Et puis, le fournisseur de solutions logicielles Software One a annoncé sa fusion avec son homologue norvégien qui s'appelle Crayon. Les ventes cumulées sont escomptées dorénavant à 1,6 milliard. Je ne vous montre pas le chart parce que Software One
a littéralement explosé sur la nouvelle, mais bien, ils vont fusionner, donc disparaître. Parlons un peu d'UBS et du rachat du Crédit Suisse. La commission d'enquête parlementaire fédérale a donc conclu vendredi que la chute du Crédit Suisse en mars 2023 résulte d'une mauvaise gestion sur plusieurs années, sans blague. Par contre, les autorités fédérales ne sont pas fautives, pas fautives du tout, mais la commission a souligné des manquements dans les agissements des autorités. Alors pour faire simple, ils n'ont pas fait d'erreur, ils sont tout simplement nuls. Donc il a fallu une commission d'enquête pour en arriver là, et je terminerai donc en citant un haut responsable suisse dans le domaine bancaire qui disait « Le rapport de la CEP offre l'opportunité de tirer les bons enseignements de la crise du Crédit Suisse. Pour ce faire, il faut à présent une réglementation intelligente, axée sur une gestion responsable, une surveillance efficace et un approvisionnement fiable en liquidité. Cela assurera une place financière internationale stable et forte à l'avenir et favorisera ainsi une prospérité durable pour la Suisse. » En conclusion, l'eau ça mouille, le feu ça brûle et tout corps plongé dans l'eau qui n'est pas remonté au bout de 5 minutes est considéré comme définitivement foutu. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce qui s'est passé en Suisse, un peu partout dans le monde et dans le monde de la perte de poids et du système bancaire. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Très bonne journée, très bon week-end et à lundi. Allez, bye bye.